Invité politique, le député Nicolas Mesdorf, bonsoir. Bonsoir. Renouer le dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes, Calédonie Ensemble prend la main et a déjà entamé des discussions avec l'Union calédonienne et l'UNI. Est-ce que vous diriez, comme certains de votre camp, que c'est de l'enfumage ou encore des gesticulations? Oh oui, c'est de l'agitation politicienne parce que le retour au dialogue avec les indépendantistes, il existe depuis un moment déjà. Puisque à Paris, nous nous sommes vus plusieurs fois ensemble avec les indépendantistes, avec le président de la République, avec Gérald Darmanin. Et la fois d'avant à Nouméa aussi, nous avions eu une réunion ensemble sous l'égide de Gérald Darmanin. Donc le dialogue, il a repris depuis... Oui, mais pas de ce format-là de bilatéral entre vous et eux? Ah si, mais depuis toujours, on discute avec les indépendantistes. Je vais vous dire quelque chose. J'ai été, par exemple, à la foire agricole de Ponériouin. Très belle foire agricole d'ailleurs, et j'invite les Calédoniens l'année prochaine à y aller. J'ai rencontré le maire, Pierre-Chanel Tutugoro, qui est secrétaire général de l'UC. On a parlé pendant un long moment des sujets de la Nouvelle-Calédonie. Et j'ai pas fait un communiqué derrière pour dire que le dialogue avait été renoué. Pareil, on a été à Paris, à l'Élysée. On a rencontré Louis Mapou et Jacques Lallier. On parlait, vous savez, de la réforme de la Constitution pour les Outre-mer. Donc on a parlé de la Calédonie, on a parlé de nos sujets. On n'a pas communiqué derrière pour dire le dialogue est renoué. Donc Calédonie Ensemble, comme ils se sont isolés dans la famille non indépendantiste parce qu'ils ne travaillent pas avec les 4 autres partis, leur seul espace politique aujourd'hui, c'est de faire croire aux Calédoniens qu'il n'y a qu'eux qui parlent avec les indépendantistes, ce qui est faux. Donc c'est une stratégie politique comme une autre. Pour nous, vous savez, c'est pas nouveau. L'important, c'est que le format officiel qui a été calé entre le FLNKS, les loyalistes et l'État continue de se dérouler. C'est d'ailleurs ce qu'il va se passer cette semaine, puisque on est en bilatéral demain avec Rémi Bastille. Et mardi et mercredi, on a les plénières pour préparer la venue de Gérald Darmanin. Alors justement, juste pour préciser, lorsque le 17 octobre, la Première ministre Elisabeth Borne répond à votre question sur l'engagement de l'État à lancer la révision constitutionnelle, et je vous cite, qui permette à la Nouvelle-Calédonie d'être ancrée dans la France de manière définitive, et qu'elle vous dise que c'est un devoir collectif, mais que l'étape préalable, c'est de créer les conditions d'un dialogue serein et constructif entre indépendantistes et non-indépendantistes. Est-ce que, je vous pose cette question, la démarche de Calédonie Ensemble s'inscrit dans cela ou dans autre chose? Non, je viens de vous l'expliquer, mais j'espère qu'on ne va pas parler de Calédonie Ensemble sous le JT, parce qu'on a nos contre-propositions sur le document Martyr. Non, on va en parler. On est focalisé vraiment sur... Vous savez, nous, on fait les choses sérieusement. Il y a un calendrier qui a été fixé, il y a une méthode de travail qui a été fixée. On a réuni la famille non-indépendantiste, 4 partis sur 5 non-indépendantistes qui ont fait des propositions communes, on s'est mis d'accord en amont, et puis on le fait en toute transparence, parce que je rappelle que la communication sur le document Martyr et les contre-propositions qui sont faites, il n'y a que nous qui les avons communiquées aux Calédoniens. Je ne sais pas ce qu'ont fait les autres partis politiques. Est-ce que Calédonie Ensemble a fait part de ces contre-propositions? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu les indépendantistes le faire. Donc en plus, nous, on est dans une démarche de transparence vis-à-vis des Calédoniens. Donc le dialogue, bien sûr, avec les indépendantistes, l'idée d'obtenir un accord qui respecte le résultat du vote des Calédoniens, bien évidemment, et on a bon espoir, en tout cas moi c'est ce que je souhaite, je crois en un accord, qu'à la fin du mois de novembre, avec la venue de Gérald Darmanin, on est beaucoup avancé. Mais ça fait quand même aujourd'hui 6 mois, voire 1 an qu'on a entamé ce processus. Et c'est vrai que ça s'est accéléré ces derniers temps, avec surtout la volonté des indépendantistes, et notamment du PALICA et de l'UPM, de renouer le dialogue avec les partis non indépendantistes. C'est eux qui sont sortis de la logique bilatérale et qui ont commencé à venir vers nous. Parce que vous vous souvenez qu'au lendemain du 3e référendum, les non-indépendantistes, dans leur globalité, avaient appelé à discuter avec les indépendantistes tout de suite. Vous, les loyalistes et le Rassemblement, avez donc, et vous le rappeliez, officialisé cette semaine vos propositions dans le cadre du fameux document des martyrs de l'État. En gros, et je vais dire juste les grandes lignes, désinscrire la Nouvelle-Calédonie de la liste onusienne des territoires non autonomes, une durée de résidence de 5 ans pour être citoyen, 50 ans sans référendum, modifier la clé de répartition, redonner certaines compétences à l'État, et transformer les pré-Covid en subventions, que l'État lance une politique de grands travaux à hauteur de 100 milliards. Quelle est la philosophie au juste de vos propositions? La philosophie de nos propositions, elle est très simple, c'est le respect du résultat démocratique des 3 consultations que nous avons menées, et puis la nécessité de regarder de l'avant et de reconstruire la Nouvelle-Calédonie après 5 ans difficiles, parce qu'on ne s'est pas parlé et puis parce qu'il y a eu des référendums qui ont clivé la population. Donc nous, on est dans une logique de construction, vraiment,
Et puis, comme je le disais, de transparence. Parce que merci d'avoir énuméré l'ensemble des propositions que l'on a faites, parce qu'on n'a pas entendu les autres, justement. Donc on va voir demain et cette semaine les contre-propositions aussi de nos partenaires, parce que c'est sur la base de toutes ces contre-propositions qu'on va bâtir un accord et trouver les équilibres entre nous. Donc ça va être 3 semaines très intenses jusqu'à la venue du ministre des Outre-mer. Alors justement, quelles sont les chances que vos propositions soient acceptées ? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, le document Martyr qui a été proposé par l'État, même s'il n'est pas parfait, correspond, on va dire, à l'état d'esprit que nous avons, à savoir le résultat des 3 référendums, la nécessité de construire et de renforcer l'identité calédonienne et le vivre ensemble calédonien, et surtout le retour du développement économique et du pouvoir d'achat pour les Calédoniens. Alors justement, en parlant du pouvoir d'achat, hier samedi, votre parti a organisé une réunion débat sur la question du pouvoir d'achat. Quels sont vos retours ? Écoutez, pour nous, c'était important parce que Génération NC, on considère qu'un parti politique, c'est juste pas fait pour se présenter aux élections, c'est fait aussi pour réfléchir et pour répondre aux problématiques des Calédoniens. On parle beaucoup d'institutionnels, mais on l'a vu dans votre reportage, notamment sur ce qui s'est passé à la place des Cocotiers, il y a un véritable besoin d'augmenter le pouvoir d'achat des Calédoniens. L'ISEE a démontré qu'on avait perdu en salaire 4,5%. Eh bien, on a mis hier à Génération NC, à Païta, tous les professionnels, le MEDEF, la FINC, la CCI, la CGPME, pour qu'ils nous disent un petit peu les idées qu'eux, ils développent pour permettre aux Calédoniens de retrouver finalement ce pouvoir d'achat. Plusieurs idées ont émergé sur les prix. On voit qu'on importe 40% de nos produits de l'Union européenne. Le transport depuis l'Union européenne, c'est 30% du coût. Donc il faudrait importer nos produits de plus près. Par exemple, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont des puissances qui sont à proximité de chez nous et on n'importe que 10% de nos importations en valeur d'Australie. Donc il faut plus s'intégrer dans la région parce que les coûts de transport seraient diminués et on aurait des prix plus bas. Sur les salaires, on a beaucoup parlé avec les chefs d'entreprise, ils sont prêts à augmenter les salaires pour les Calédoniens. Mais quand on veut augmenter un salaire aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, je donne un exemple, quand on veut augmenter un salaire de 10 000 francs pour un salarié, c'est qu'un exemple, hein, ça va coûter 15 000 francs au patron et le salarié ne va toucher que 8 500 à cause des charges patronales et salariales. Il faut les diminuer, sinon les supprimer pour que, quand on veut augmenter un salarié de 10 000 francs, ça coûte 10 000 francs au patron et que ça rapporte 10 000 francs au salarié. Et puis, bien évidemment, il y a un autre sujet qui est aujourd'hui les taxes. On taxe beaucoup en Nouvelle-Calédonie, on paye énormément d'impôts parce qu'on a beaucoup de dépenses publiques. Il y avait les assises qu'a organisé le gouvernement sur la fonction publique, 100 milliards de masse salariale. En sachant qu'en Nouvelle-Calédonie, l'ensemble de nos impôts et taxes rapporte 180 milliards. Il y a 100 milliards qui partent en masse salariale. C'est beaucoup trop. Il faut optimiser nos services publics, il faut optimiser nos dépenses publiques, et ça fait aussi l'objet de propositions dans le document des loyalistes. Nicolas Mesdorf, on sait que vous avez interpellé la Première ministre mi-octobre sur le fait, je cite, et je vous cite, que vos services mettent une pression énorme sur le gouvernement calédonien pour qu'il augmente les impôts locaux. Que vous a-t-elle répondu ? La Première ministre, elle n'a pas pu me répondre sur le sujet parce que je n'ai pas posé la question sur ce sujet. J'ai fait référence à ce thème-là, mais j'ai posé la question sur le calendrier institutionnel. J'ai voulu quand même interpeller l'État pour dire que je trouvais que, malgré le fait que je sois un député de la majorité et que normalement je dois jouer collectif, mais j'ai toujours dit que j'étais d'abord un Calédonien avant d'être un député de la majorité présidentielle, je trouve que l'État avance masqué sur la question fiscale. C'est-à-dire que les augmentations d'impôts sont aussi demandées par l'État en Nouvelle-Calédonie. Je trouve ça déplaisant parce que c'est contraire à la politique fiscale qui est menée en métropole par Bruno Le Maire, le ministre des Finances. Bruno Le Maire dit une chose de très simple, diminuer les impôts, ça fait augmenter les recettes fiscales. Parce que plus on diminue les impôts, plus on crée de la richesse, et plus donc il y a une grosse partie de cette richesse qui va en impôts. Et donc j'aimerais bien que l'État fasse en Nouvelle-Calédonie ce qu'il dit en France métropolitaine. Alors justement, quand il dit que les pré-Covid sont conditionnés aux réformes fiscales, c'est quelque chose que vous comprenez ? Je n'accepte pas ça. Parce que quand on a dit que l'État allait intervenir sur le Covid au titre de la solidarité nationale, si c'est la solidarité nationale, ce n'est pas un prêt. La solidarité nationale, ce n'est pas ça. Ce n'est pas être solidaire que d'endetter un pays. Voilà. Et donc moi, je continue de défendre avec les loyalistes, et c'est dans le document, que l'argent qui a été prêté par l'État pour financer le Covid au titre de la solidarité nationale soit transformé en subvention. Parce que sinon, c'est pas de la solidarité nationale. Sinon, on peut prêter de l'argent comme ça au Vanuatu, à l'Australie, à n'importe qui. Mais nous, on est Français. C'est ce que vous demandez dans vos propositions. Bien sûr.